L'un des braquages les plus horribles de l'histoire du crime au Québec s'est déroulé en 1977. Un homme pris en otage est séquestré au fond d'un trou durant près de 3 mois. Ce fut 82 jours d'angoisse pour cet employé de banque, nommé Charles Marion. À 57 ans, Charles Marion envisage de prendre une retraite bien méritée à sa maison de campagne qu'il a complètement rénovée. Mon père avait trouvé cette vieille maison de ferme abandonnée dans une petite municipalité qui s'appelle Stoke, tout près de Sherbrooke. Finalement, c'est devenu le refuge de la famille pour la fin de semaine et souvent durant les vacances. Mon père avait trouvé le nom de Mon Repos. Je sais pas où il était allé chercher ça, mais c'était tellement approprié. Là, quand on arrivait là, on était déjà dans un autre monde. C'était magique, vraiment. Le 6 août 1977 coïncidait avec la fin du plus gros travail que mon père avait fait sur ce terrain-là, puis il voulait fêter ça ce week-end-là. Il est arrivé avec son assistante, Aline Yargeau, pour lui montrer ça. Ma mère était partie à des noces dans sa famille et devait revenir là, plus tard ce soir-là. Après lui avoir montré les quelques changements près du chalet principal, Charles emmène Aline vers une petite maisonnette qu'il a convertie en chalet d'invités. Et là, c'est en sortant de cette petite maisonnette qu'ils sont tombés face à face avec 2 hommes qui sont cagoulés et armés et qui leur intiment l'ordre de ne pas bouger, que c'est un hold-up. L'un de ces hommes s'appelle Michel de Varenne, 38 ans. C'est un multirécidiviste qui s'est évadé de la prison d'Orsainville il y a quelques années. Son complice, âgé d'environ 50 ans, s'appelle René Chalifou. Alors, ils ont attaché mon père les bras derrière le dos. Ils lui ont mis une tête d'oreiller sur la tête et ils ont attaché Aline Yargeau de la même façon, mais autour du bol de toilette. Et on dit à Aline, pour la calmer, ne crie pas. Ne crie pas. Écoute, on le ramène dans 1 heure à peu près sain et sauf. Ben, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là, il s'empare de Charles Marion. Il le place dans sa propre camionnette, sur le plancher, face contre terre, ligoté. Et un des braqueurs s'installe au volant de la camionnette et on part comme ça, dans la nuit des cantons de l'Est. Ce kidnapping audacieux se prépare depuis très longtemps. Les ravisseurs ont commencé à faire, évidemment, une certaine filature pour connaître ses habitudes de vie, se sont rendus sur les lieux et ils ont pu, comme ça, préparer vraiment leur coup sur le terrain. Le 11e rang de Stoke, où Charles Marion avait justement sa villa Mon-Repos, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'habitants, là. Hein? C'est vaste. C'est un environnement extrêmement calme parce que les voisins sont extrêmement loin. La fin de semaine avant l'enlèvement de Charles Marion, son fils Pierre est venu passer quelques jours au chalet avec son épouse et ses 2 jeunes enfants. Et on a su par la suite que les ravisseurs étaient cachés dans le jardin à surveiller parce que le rapt avait été prévu pour ce week-end-là. Ils ont même pensé à enlever les enfants au lieu d'enlever mon père. Les enfants sont allés jouer tout près d'eux autres. Les braqueurs ont finalement attendu au 6 août 1977 pour faire leur coup. Charles Marion, enfermé dans son propre camion, ne sait pas où ses ravisseurs l'entraînent. Après 45 minutes, la camionnette s'arrête enfin et l'otage est trimballé à travers un boisé. De Varenne et Chalifou finissent par le ligoter autour d'un arbre. Ils lui ont mis du ruban adhésif sur la bouche et l'ont laissé là pour une période d'à peu près 2 heures.
Alors là, il commençait à trouver le temps long. Puis là, il se dit, s'il arrive un accident, ces gars-là, s'il arrive quoi que ce soit, moi, je vais pourrir autour de cet arbre-là. Alors là, il a vraiment travaillé pour essayer de se libérer les mains, les pieds, puis la bouche aussi. Puis à un moment donné, à force de salive et d'effort, il a réussi à ouvrir un petit morceau. Et là, il s'est mis à crier. Puis il a crié, puis il a crié, puis il a crié. Comme il entend des bruits de pas au loin, Charles Marion crie encore plus fort. Malheureusement, ce sont les braqueurs qui reviennent après une longue absence. Un troisième homme s'est joint aux autres et il exprime sa colère. Charles n'a pas respecté la consigne de se taire. À un moment donné, il a entendu des gros mots là, qui venaient de la bouche de quelqu'un qu'il connaissait pas. C'était pas la même voix que quand il a été enlevé, là. Il dit là, on t'avait dit de rester tranquille puis de rien dire, pas crier. Puis il dit là, il dit, ça commence pas bien notre relation. Là. Puis tu vas voir que tu vas le regretter si tu fais pas ce qu'on te dit. Et c'est là qu'entre en jeu Claude Valence. À partir de ce moment-là, Charles Marion va commencer à parler du boss. Claude Valence est un homme dont on ne sait pas grand-chose. Il habite la région, il aurait été garde-chasse et il aurait été arrêté pour braconnage. Il connaît bien la forêt. C'est une tête forte et il n'a pas peur de la violence. L'arrivée de Valence déclenche la phase 2 de l'opération. Et là, ils sont partis. Puis on dit là, on va se rendre jusqu'à... Puis il me semble qu'il avait dit qu'il avait appelé ça son hôtel. Ça va à ton hôtel. Et là, son véritable calvaire à Charles Marion va commencer. C'est sa descente aux enfers qui va durer 82 jours. Charles Marion, gérant de crédit à la Caisse populaire Sainte-Jeanne d'Arc de Sherbrooke, enlevé à son propre chalet, est emmené au fin fond de la forêt et séquestré au fond d'une cache souterraine. Alors là, ils ont dit une chose qu'on est obligé de faire, c'est de t'attacher. Pour commencer, on va t'attacher avec une chaîne au cou, une chaîne à la taille, puis une chaîne à une cheville. Charles Marion était détenu ou enfin retenu dans des conditions exécrables. Ce qu'il y avait dans la cache, une chaudière utilité, un matelas, des chandelles et puis de la vermine. Cette cache souterraine, le plancher est en ciment. Les murs sont en vieux bois rugueux. Le plafond est retenu par des rondins de bois. Et c'est un endroit idéal pour cacher quelqu'un qu'on vient de prendre en otage. La cache souterraine était quasi impossible à trouver. Elle était située près du village de Gould en Estrie, à environ 45 minutes du chalet des Marion. Elle était construite sur des terres à vocation forestière peu fréquentées. Évidemment, elle était quasiment introuvable. Moi, je sais, pour avoir marché dessus, ne pas la trouver. Tellement la nature avait pu faire justement son œuvre. Charles Marion aurait pu hurler, crier, faire n'importe quoi. Jamais on n'aurait pu l'entendre. Après que mon père et lui étaient partis là, avec les ravisseurs, ma mère est revenue de la noce et elle a décidé de se rendre jusqu'à Stoke et d'aller coucher là. Denise, l'épouse de Charles Marion, remarque que la camionnette de son mari n'est pas sur les lieux. Les lumières du chalet sont pourtant allumées. Elle se dit qu'il ne doit pas être très loin. Alors, le lendemain, il n'était pas revenu. Alors là, ça a commencé à l'inquiéter un peu. Là. Elle a fait la même routine que mon père quand il décidait de s'en aller, qui était de nourrir les animaux. Elle s'est dirigée vers la maisonnette. La maisonnette servait aussi pour entreposer les choses pour les oies, en fait, puis les truites. Elle a ouvert la porte. Et puis là, elle a reconnu la ligne Arjo. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'elle a commencé à s'approcher pour voir dans quel état elle était. Puis là, elle s'est rendu compte qu'il y avait des liens. Fait que là, elle a essayé de détacher les mains et les chevilles d'Aline. Aline Hiergeau a été ligotée 18 heures plus tôt. Ses poignets sont enflés et elle souffre au moindre mouvement.
Denise parvient enfin à la détacher. Et là, les deux femmes se sont, en s'appuyant une sur l'autre, là, ont réussi à revenir jusqu'au camp principal. On va se rendre compte qu'il s'agit d'une prise d'otage parce que, dès le lundi matin, dans la boîte des dépôts de nuit de la Caisse populaire Sainte-Jeanne d'Arc de Sherbrooke, on va découvrir un communiqué signé, évidemment, de la main des ravisseurs, disant qu'ils ont kidnappé le gérant de crédit de la Caisse populaire, Charles Marion, et qu'en retour, on exige pour sa libération la somme de 1 million de dollars. Quand ils vont payer, ils paieront pas! Moi, j'ai su par la suite que payer des rançons par des corps publics au Québec, le gouvernement avait déjà établi une politique à l'effet que ça se ferait pas. Si la police avait la chance de s'en mêler, il n'y aurait jamais de rançon qui serait payée par des corps publics. Alors, ça marchera pas, c'est foutu d'avance. La famille Marion n'est pas au bout de ses peines. À un moment donné, on a retrouvé la fameuse camionnette appartenant à Charles Marion près de l'aéroport de Sherbrooke. Ce qui a fait douter à ce moment-là, et dans la population et du côté policier, que peut-être que l'homme a orchestré son propre enlèvement. C'était complètement farfelu. Là, on se disait, écoute, s'il travaille sur ces hypothèses-là depuis le début, là, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de place, là. Ça avait tellement pas de bon sens de travailler sur des hypothèses de même. Loin de toutes ces tractations, Charles Marion vit un véritable calvaire. Le temps s'étire et l'homme commence à perdre espoir au fond du trou où on le garde prisonnier. Il ne voit jamais la lumière du jour et vit dans des conditions d'insalubrité insoutenables. Charles Marion a été enlevé à son chalet le 6 août 1977. Le 8 août, sa famille apprend qu'un communiqué a été déposé à la caisse où il travaillait. Il s'agit d'une demande de rançon d'1 million de dollars en petites coupures. L'enquête qui s'enclenche sera longue et pénible. Personne ne sait où se trouve Marion. Personne n'a d'informations sur les kidnappeurs. On nage absolument dans l'inconnu. On se dit aussi que, étant gérant de crédit à la Caisse populaire, aurait-il refusé un prêt à quelqu'un qui était frustré et, pour se venger, a kidnappé Marion? Et toutes les hypothèses sont sur la table. Mais rien ne débloque, rien ne débouche. Le sentiment d'impuissance, ça, c'est déjà très, très dur. C'est très difficile de se lever tous les matins, puis on n'est pas plus avancé que la veille. Ça n'a pas débouché, puis t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va faire sauter ça. Pendant ce temps, Charles Marion croupit dans un cachot qui pourrait bien devenir son tombeau. Ses bourreaux essaient d'endormir son angoisse avec de l'alcool et des Valium. Il doit tenir le coup. Sa vie a trop de valeur pour eux. Il avait commencé à cacher des Valium parce que lui-même s'était dit, là, ça marchera pas. On est en plein bois, l'hiver s'en vient, il va y avoir de la neige tout à l'heure, ils ne pourront plus venir, ils vont laisser des traces. Il s'était dit, si à un moment donné, je n'ai pas de nouvelles, là, ben, je me laisserai pas mourir de faim, je vais mettre fin à mes jours. T'sais. Alors, il a pris tous ses Valium. Et puis, tout à coup, Valence est revenu. Puis quand il est rentré, là, il a trouvé mon père qui était sans connaissance. Alors Valence a commencé à le brasser, puis c'est comme ça qu'il s'est réveillé, là, lui. Et Valence a dit, t'es-tu fou, mon Charles, qu'est-ce que tu fais là? As-tu pensé à tes petits-enfants? Puis on est prêt, là, quasiment, là, il reste, on essaye encore un coup, puis là, c'est sûr que ça va marcher. Fais pas ça, t'es fou. Puis il pouvait pas se permettre qu'il décide à un moment donné de je sais pas quoi, de se tuer. Pour remonter le moral de leur otage et pour faire avancer les négociations,
Les ravisseurs laissent Charles Marion enregistrer un message vocal destiné à sa famille. Je suis malheureux, terriblement malheureux. Vous ne pouvez le savoir jusqu'à quel point. Je veux sortir en vie absolument. Je veux vous voir. Faites l'impossible pour que je vous voie. Dites à la police de ne pas intervenir. Je ne veux pas mourir. Entendre un enregistrement de quelqu'un là, qui vous demande votre aide, puis qui est proche comme ça, là, j'imagine que le pire, ce sera tes enfants, là, mais ton père là, qui te supplie, puis tu le sens, qui pleure, puis qui explose en larmes de désespoir, puis qui te demande de l'aide, là, puis tu te sens incapable de changer ça. Là, c'est tough. C'est pas mal. C'est pas mal dur. Ouais. Après des négociations laborieuses, les ravisseurs acceptent de réduire la rançon à 500 000 $ et éventuellement à 200 000 $. Il s'est écoulé près de 2 mois entre l'enlèvement et la première tentative de rançon. Les policiers de la Sûreté du Québec ont mandaté Claude Poirier et Normand Maltais, 2 émissaires crédibles, 2 journalistes connus et aimés de la population, qui sont partis avec des valises supposément remplies d'argent. C'est la rançon qui était dans ces valises. Mais pour se rendre compte, après coup, que les valises contenaient du papier et du carton. Il n'y avait pas un sou noir vaillant dans ces valises-là. Et comme on pensait du côté policier, pouvoir capturer sur les lieux, à la remise de cette rançon-là, les ravisseurs, mais pas du tout les kidnappeurs ont réussi à prendre la fuite. Après une tentative de remise de rançon ratée, et après des pourparlers qui s'étirent, la famille Marion décide de prendre en charge la suite des choses. C'était d'ailleurs à la demande de Charles qui a écrit et qui a dit « Je suis prêt à mettre tous mes biens, évidemment, à la disposition pour que vous puissiez réunir là, suffisamment d'argent, 50 000 $. Sentant l'étau se resserrer sur eux, les ravisseurs se contenteront des 50 000 $ offerts par Charles Marion et sa famille. L'hiver approche, et les chances de voir mourir leur otage ou de se faire prendre augmentent chaque jour. À partir de ce moment-là, Pierre Marion a joué un rôle plus marqué parce que là, il était désigné comme étant l'émissaire. Les ravisseurs transmettent donc à Pierre Marion des indications précises sur la façon de leur livrer la rançon. Il s'agit de se rendre dans le village de Cookshire, en Estrie. Ça disait dans les instructions, vous allez suivre ce trajet-là à une vitesse de, mettons, 50 000 à l'heure en moyenne. Et à un moment donné, vous allez voir une gerbe de ballons de toutes sortes de couleurs qui va être soulevée là, du fossé. Il va y avoir quelqu'un qui va attendre la rançon. Alors vous vous arrêtez là, vous ouvrez la fenêtre, vous lancez ça dans le fossé et vous repartez tout de suite. Fait que finalement, j'ai lancé ça dans le fossé. Fait qu'on a reçu un appel qui disait OK, les choses ont bien fonctionné. On a laissé votre père près du stationnement de l'aéroport d'Istingus. Alors rendez-vous là avec ta voiture et klaxonnez 3 fois. Puis là, vous allez voir ton père sortir du bois. Puis je me souviens que la voix disait allez-y parce qu'il a besoin de vous. Pierre Marion est anxieux. Il ne sait pas dans quel état il retrouvera son père, gardé captif pendant près de 3 mois. C'était, je sais pas, c'était très émotionnant, mais en même temps, c'était comme si, tu sais, là, au moins, on l'a, là, tu sais, entre les mains, là, tu sais, puis il est vivant, je le sentais qui tremblait dans mes bras, là, tu sais, puis il criait, puis il appelait la Sainte Vierge, puis tu sais, il disait, si tu savais, mon Pierre, j'étais 3 mois dans un trou dans la terre. Il s'agira de la plus longue prise d'otage de l'histoire du Canada à ce moment-là.
On en avait vu un peu avec, évidemment, les événements d'octobre 70. Il y avait quelques braqueurs de banque qui prenaient des gens en otage, mais que ça se poursuive sur une période de 82 jours, c'était du jamais vu. Malheureusement, le calvaire de Charles Marion ne se termine pas avec sa libération. Après les événements, Charles Marion n'est jamais retourné à la Caisse populaire, bien sûr. C'était un homme qui doucement glissait vers une dépression. Charles Marion a été marqué très lourdement par les soupçons sur sa possible participation à son propre enlèvement. Et Charles Marion n'a jamais pu reprendre manifestement le dessus. Charles Marion a passé le reste de sa vie à son refuge nommé Mont-Repos, là même où sa vie a basculé le 6 août 1977. Et c'est aussi là qu'il a mis fin à ses jours, le 2 décembre 1999. On peut dire que Charles Marion est mort le jour même de son enlèvement. C'était un homme transformé dans une enveloppe qui ressemblait à celle que je connaissais. Mais sa vie, là, comme il la connaissait avant, ça n'existait plus, là. C'était fini, là. 8 mois après la libération de Charles Marion, en juin 1978, la police met enfin la main au collet des braqueurs. Michel de Varenne est arrêté en possession de billets de banque marqués à l'encre invisible, provenant de la rançon de 50 000 $. Évadé de prison au moment des faits, de Varenne est condamné à 12 ans de prison. René Chalifou est condamné à 6 mois de pénitencier. Et Claude Valence écopera de 6 ans de prison. Lors de leur procès, les accusés affirmeront que Charles Marion n'a rien à voir dans cette histoire sordide. À la base, moi, je suis là pour aider les personnes qui sont en problème avec les animaux sauvages. C'est moderne. C'est plein de marques, de pistes. Dundee, trappeur urbain, vendredi 19h30. Sur Historia.